Née à Sainte-Thérèse de Blainville, Louise Arel s'intéresse très tôt à la politique. Militante active au Parti québécois, elle brigue les suffrages dans Maisonneuve et se fait élire pour 7 mandats consécutifs. En 2002, elle devient la première femme à présider l'Assemblée nationale. Bienvenue à Mémoire des députés. Bonjour, Mme Arel. Bonjour. Bienvenue au Mémoire des députés. Merci. Vous êtes née à Sainte-Thérèse de Blainville. Oui, lorsque Sainte-Thérèse était encore un village. Parlez-moi de votre enfance dans ce village-là. Bien, mes parents étaient nés à Sainte-Thérèse, tous les deux. Mes grands-parents y habitaient. Alors, on était, une famille implantée, comme c'est souvent le cas dans cette sorte de village-là. Alors, je suis allée au couvent des Sœurs de la Congrégation Notre-Dame, et puis finalement pensionnaire au Collège Marianne à Montréal, et je suis revenue pour terminer le cours classique, comme on l'appelait à l'époque, là, au séminaire Sainte-Thérèse, avant que ça devienne le cégep Lionel Groulx. Alors, c'était un lieu, si vous voulez, Sainte-Thérèse, où on se sentait extrêmement en sécurité. Et comme j'ai toujours été un peu myope, on allait dîner à la maison tous les midis. Alors, je saluais tout le monde comme ça, pour ne pas oublier personne. Et puis, ça m'est resté le reste de ma vie, je pense, cette habitude de sourire aux gens. Même avant la politique. Même avant la politique, oui, parce que en fait, Sainte-Thérèse offrait toutes sortes d'opportunités. J'étais chez les guides, j'étais cheftaine de Jeannette, j'étais extrêmement active déjà. Et au séminaire Sainte-Thérèse, je travaillais bénévolement, évidemment, à un journal qui était publié toutes les semaines et qui s'appelait Le Thérésien, dont Bernard Descoteaux était le directeur. Moi, j'étais la rédactrice en chef. Et on publiait donc très régulièrement. Et dans ma vie, moi, ce que je souhaitais, c'était de devenir journaliste. Est-ce que votre famille était politisée? En fait, d'une certaine façon, mais pas d'une manière partisane, en fait. OK. Sauf, oui, faut que je le... Oui, c'est vrai, quand j'ai réfléchi, par exemple, à la mort de Duplessis, ma mère a fait un gâteau. On a un peu célébré ça. Et ce qui était assez exceptionnel, je m'en rappelle parce qu'on n'a jamais célébré après ni avant la mort de personne. Mais c'était plutôt symbolique, évidemment. Mais c'était vécu comme une délivrance dans ma famille. Alors donc, à ce moment-là, pour mon père en particulier, qui était historien, professeur d'histoire, puis qui ensuite sera directeur d'école et ensuite de régional scolaire, c'était une époque où il appelait de tous ses voeux la réforme de l'éducation. J'en entendais parler à la table tous les jours à l'époque. Mon père était favorable au rapport parent. Il était extrêmement dédié à partir du moment où finalement il a compris que pour lui, l'éducation, c'était ce qui allait permettre aux Québécois de se sortir de leur état d'infériorisation. En fait, ma famille, à ce titre-là, mon père et ma mère étaient, votaient libéral. Ils ont voté libéral jusqu'à ce que je les convainque de voter Parti québécois. Et pour vous, la politique est venue très jeune, hein? Si on appelle politique se faire élire présidente de sa classe. Ah oui, c'est un début. Oui. Ça a dû commencer en 5e année. OK. Mais je suis, par la suite, au séminaire Sainte-Thérèse, évidemment, j'ai été active au sein de l'Association des étudiants. Et puis, j'ai aussi, à l'Université de Montréal, là, en sociologie, lorsque j'ai fait la sociologie, j'ai été une année complète à l'Union générale des étudiants du Québec, comme vice-présidente de l'UGEC.
Et c'était en 68. Alors, c'était une année d'occupation de cégep et d'université. Et j'étais la vice-présidente aux affaires internes, donc responsable disons, de ces occupations. Une réussite, les occupations? Écoutez, pour l'époque, oui. Et ça allait rester parce que les frais de scolarité au Québec, là, quand on les compare au reste, non seulement du Canada, mais de l'Amérique du Nord, les frais de scolarité sont restés relativement très, très, très bas. Et ça, d'une certaine façon, c'est grâce au militantisme étudiant, c'est bien sûr. Vous êtes titulaire d'un baccalauréat SR. Vous avez étudié en sociologie aussi à l'Université de Montréal. Et vous êtes licencié en droit de la même université. Qu'est-ce qui a motivé votre choix pour le droit? En fait, le droit, j'avais commencé rapidement en 67, mais j'y suis restée 3 semaines, là, disons au tout début. Mais j'y reviendrai après la sociologie, parce que finalement, ces 3 semaines-là m'ont convaincue, surtout avec une initiation que j'avais trouvée absolument épouvantable, m'ont convaincue que si j'y restais, je ne terminerais pas. Alors, bon, un peu plus vieille, quand j'y suis revenue, j'ai terminé, puis après, j'ai fait le barreau. En fait, le droit, ce qui m'intéressait dans le droit, c'était une phrase de Montesquieu qui m'a suivie toute ma vie, Ah, vraiment toute ma vie. Et elle se dit comme ceci: entre le fort et le faible, c'est la liberté qui opprime et le droit qui affranchit. Et ça, j'y ai toujours cru. Alors, bon, ce que je voulais, en fait, à cette époque-là, à 20 ans, je m'intéressais beaucoup à la rédaction des lois. Je voulais faire, je voulais être initiée à la législation, comment on fabrique, comment on rédige, comment on fait des lois. J'ai trouvé ça extrêmement pratique par la suite. Moi, j'ai beaucoup lu sur le droit constitutionnel. Alors, non seulement la Constitution de 1867, ensuite de ça, le rapatriement de 82. Et puis, bon, en 82, là, j'avais notamment des amis, on se réunissait une fois par mois le vendredi et on lisait la nouvelle Constitution et on la commentait. Non, j'ai toujours aimé le droit constitutionnel, j'ai toujours aimé le droit. Bon, par la suite, je n'ai jamais plaidé. Moi, je suis devenue députée presque dans les 2-3 ans après avoir terminé le barreau. avez-vous toujours été indépendantiste? Je pense que oui. Sincèrement, je pense que aussi loin que je puisse me rappeler, oui. Mon frère plus vieux, vous voyez, l'était déjà, donc on a 2 ans de différence. Il y avait peut-être 14-15 ans quand il a commencé à m'en parler, j'avais 12 ans, 12-13 ans. Et puis, bon, j'avais commencé déjà à cet âge-là, là, je faisais un scrapbook avec les éditoriaux d'André Laurando au Devoir. Mon père était abonné au Devoir. C'était une époque assez effervescente. À ce moment-là, on est en fait encore à la fin des années 50 et je me suis absolument toujours intéressée à la vie publique et donc je pense que, bon, c'est sûr qu'il y a eu des passages, hein. Il faut comprendre, dans l'histoire récente du Québec, on est Canadien Mhm. et les autres, ce sont les Anglais. Et puis après, on devient Canadien-Français. Et puis, on finit par être Québécois et de toute origine. C'est pour ça que vous avez commencé à RIN, là. Oui, effectivement, j'étais membre du RIN. À ce moment-là, j'étais au collège, j'étais au séminaire Sainte-Thérèse. Et puis, on a eu l'élection de 66. Pour la première fois de ma vie, quand j'ai eu à voter, c'était une élection partielle et j'ai voté libéral. Parce qu'on venait juste d'avoir le droit de vote. Auparavant, c'était 21 ans. Et là, j'avais 18 ou 19 ans. Et là, on avait le droit de vote et c'était une partielle. Il n'y avait pas de candidat aérien. À ce moment-là, j'ai voté libéral. Et aussi, après vos études, vous êtes devenu un travailleur à la permanence du Parti québécois. Oui, Alors, c'était... après sociologie, Oui, avant de après. faire le droit. Oui. Alors, est-ce que c'était le début
de la politique plutôt que le droit dans votre vie? Ben, en fait, c'est qu'à ce moment-là, il y avait tout un réseau en 70, là, pendant la première campagne électorale du Parti québécois. Il y avait le réseau des, disons, des leaders étudiants, donc ceux de l'UGEC et de la GUM. À la GUM, c'était l'Association générale des étudiants de l'Université de Montréal. Il y avait mon ami Jean Doré, qui deviendra par la suite maire de Montréal, mais qui, à ce moment-là, est président de la GUM. Alors, bon, moi, je me trouve à l'UGEC et on est plusieurs leaders étudiants qui partons en croisade pour le Parti québécois. Pendant tout le mois, toute la campagne électorale, on part en autobus, mais autobus transformé en roulotte. C'était vraiment une époque presque indescriptible. Alors, on part trois. Donc, comme à chaque direction, est-ouest, moi et deux autres de mes confrères et consoeurs, on s'en va en Abitibi et du côté aussi de la Mauricie. Et finalement, on a qu'un seul disque qui tourne et qui est toujours le même, que j'ai dû entendre au moins 1000 fois, et ça s'intitule « C'est le début d'un temps nouveau ». Ah, Alors, des années 70. Et donc, quand on arrive dans les villages, souvent les gens viennent nous voir seulement à la Brunante, parce qu'à l'époque, c'est pas évident en 70. Et en fait, on apporte du matériel, des dépliants, des posters, et parfois on arrive dans des villages où les enfants nous lancent des roches, n'est-ce pas? Donc, c'est un autre contexte, on ne peut même plus l'imaginer maintenant. Il n'y a pas cette rapidité de communication qu'on connaît dorénavant, où qu'on soit sur le territoire québécois. On a accès aux mêmes informations partout, puis avec les médias sociaux, etc. Mais là, on est dans un autre contexte complètement différent, là, en 70. Et, euh, et ça a été vraiment ma première expérience, si vous voulez. Surtout que j'étais dans un milieu universitaire qui considérait le Parti québécois déjà comme petit bourgeois, n'est-ce pas? Alors, moi, je tranchais complètement en assumant et en acceptant que ça puisse être un parti avec des gens qui viennent de tous les horizons. Alors, il y avait les gens du RN, Ralliement national, qui, en fait, étaient plus à droite. Il y avait les gens du RIN, Rassemblement pour l'indépendance nationale. Il y avait évidemment le MSA. M. Lévesque avait entraîné à sa suite beaucoup de libéraux. Et puis viendront finalement l'Union nationale, viendront se joindre plus tard. Alors vraiment, c'est une coalition, le Parti québécois, dès son origine, de gens qui venaient de tous les horizons. Et moi, j'assumais qu'il fallait cette coalition pour que le Québec devienne un pays. vous militiez dans Montréal-Centre pendant quelques années, une organisation qui était plutôt reconnue pour son activisme et ses positions bien arrêtées. Oui. Parlez-vous de cet esprit, parlez-vous de cet esprit militant qui régnait à cette époque, parce que je me souviens que Montréal-Centre donnait des cauchemars à René Lévesque aussi. Alors, c'était vraiment du militantisme quasiment pur, non? Bien, c'est-à-dire que, vous savez, M. Lévesque, ce qui a toujours été plus difficile dans le fonctionnement du Parti québécois, c'est que la très grande majorité des membres du RIN, donc lorsque Pierre Bourgault décide de s'aborder le RIN, et à ce moment-là, en 68, 69, les RINistes, comme on les appelait à l'époque, en fait, les membres du RN, rejoignent les rangs du Parti québécois et seront, dans le fond, presque 80 de ceux qui assisteront au congrès de fondation du Parti québécois. Donc, M. Lévesque se retrouve avec le Parti québécois. Et d'ailleurs, même le nom Parti québécois, il ne le souhaitait pas. Hein. Vous savez que dans les 5 choix qui étaient soumis au congrès de fondation, il n'y avait pas le nom Parti québécois. C'était finalement des pointillés. Ce que les militants avaient réussi à obtenir, c'est qu'il y a un 6e des pointillés où les congressistes pouvaient eux-mêmes mettre le nom qu'ils souhaitaient et non pas cocher un des 5 précédents. Et c'est là, finalement, où le nom du Parti québécois a été choisi par le Congrès.
Et M. Lévesque s'est retrouvé donc avec un parti appelé Parti québécois, ce qu'il ne souhaitait pas, et avec une majorité de membres du RIN qui devenaient membres du Parti québécois. C'est un nom que je voyais presque trop lourd. Et je compte bien que nous allons tous nous aider à le mériter. Bon, et par la suite, il est sûr que je deviens permanente en 70 avec mes anciens collègues leaders étudiants et je fonde le syndicat des employés du Parti québécois, un syndicat des employés du Parti québécois qui sera affilié à la CSN en 70. Alors, et bien sûr que ça ne faisait pas l'affaire de M. Lévesque et on sera finalement tous, disons, mis à pied. On sera mis à pied, tous mis à pied, après un conseil national assez tumultueux sur la question. Et puis, je deviendrai présidente de Montréal-Centre, de la région Montréal-Centre du Parti québécois en 1974. Mais vous savez, M. Lévesque, c'était quand même quelqu'un de très... d'un esprit très, très libre. Hein? Il n'a jamais fait aucune tentative, de près ou de loin, pour tenter, par exemple, de me déstabiliser comme présidente ou de ne pas me faire élire. Là. Il maugréait, ça c'est sûr. Il chicanait. Mais finalement, ça en restait là. Vous avez déjà été au Conseil de développement social de Montréal, Montréal Métro, et vous étiez responsable du dossier de la condition féminine. Oui. Cette cause a toujours été très importante pour vous. Pourquoi? Oui. Bien, il faut dire que c'est certain qu'on est dans une époque, à ce moment-là, on est à la fin des années 70. Et quand je termine le barreau, finalement, je me retrouve adjointe du directeur général du Centre des services sociaux du Montréal métropolitain, où il y a 1300 intervenants, travailleuses sociales et autres. Hein? C'était un regroupement important. Et en fait, il n'y avait que des femmes travailleuses sociales et c'était majoritairement, il y avait 150 cadres et c'était presque en totalité des hommes. Alors, il y avait vraiment un changement à opérer à ce niveau-là qui était important. C'était à tous les niveaux dans la société québécoise. Là. Il faut voir à quel point on a fait des pas de géante assez rapidement à ce moment-là. Et bon, ça a été absolument une époque pour moi importante. J'y fus pendant presque 2 ans et demi, 3 ans, mais en fait, tout ce que j'ai pu par la suite réaliser en étant députée et ministre par la suite, c'est beaucoup grâce à cette époque-là là, que j'ai finalement j'ai beaucoup appris là, durant cette époque intense en matière de conditions féminines. Là. Vous avez déjà parlé d'avoir été vice-présidente du PQ. Si je me souviens bien d'avoir parlé à d'autres gens, c'était pas une élection facile pour vous. Non, c'est vrai, le congrès où je me suis présentée à la vice-présidence, M. Lévesque avait en tête un autre candidat que moi. Alors, il faisait beaucoup campagne. On se retrouvait dans les chambres d'hôtel, parce que son candidat était une bonne personne, mais il n'était pas très, très proactif. C'est M. Lévesque qui faisait campagne pour lui. Alors, mais finalement, j'ai été élue avec le 2/3 des voix. Et ça a été... Bon, ça a été une époque où j'ai appris à dépersonnaliser la politique. C'est-à-dire que les rapports qu'on entretient en politique, là, il faut pas les voir comme étant personnels. Moi, j'ai beaucoup appris de cette époque. Vous savez qu'on est beaucoup le produit de courants d'opinion. Hein, sous des apparences hyper personnalisées, il n'y a rien de plus collectif que la politique. Et on est vraiment des produits de courant d'opinion et à ce titre-là, on se doit du respect. 80, le premier référendum. Est-ce que c'était difficile de commencer la campagne en sachant qu'il y avait peu de chances de réussir? Je me trouve en 80 assiégée sur le comité
qui avait été mise en place là, avec des représentants à la fois du caucus, du Conseil des ministres et du parti. Donc moi, à ce moment-là, je représente le Parti québécois sur ce comité d'organisation là, du référendum de 80. Et au moment du déclenchement, je sais à ce moment-là, de sources certaines, que les sondages nous donnent à peu près 30 et donc, c'est une époque où la campagne nous permettra finalement d'atteindre 40 la campagne qui se poursuivra à ce moment-là. Évidemment, il y a eu tellement de débats autour de la question elle-même, là, hein. Et je faisais partie du comité qui décidait de la question. J'étais avec M. Parizeau, nous avions, lui et moi, en fait, été en défaveur de la rédaction de cette question. Et parce que cette question, moi, je ne sais pas combien de fois je me suis fait poser la question dans Hochelaga-Maisonneuve, où j'étais assez active à ce moment-là. Je serai élue par la suite. Mais je me suis fait poser la question, qu'est-ce que c'est qu'un mandat? Parce que la question était, donnez-vous au gouvernement du Québec le mandat? Et beaucoup de gens me disaient, on connaît un mandat poste, un mandat, mais parce qu'il fallait, d'une certaine façon, connaître la chose publique là, pour pouvoir comprendre qu'un mandat, c'était une sorte de contrat. Là. Bon, tout ça compliquait pas mal les choses, mais au-delà de ça, ça a été une période, difficile. Vraiment. Oui, c'est une période difficile. Mais ceci dit, c'est par la suite, j'ai toujours en tête le caucus qui a suivi, ou peut-être plus le comité exécutif qui a suivi la défaite référendaire. Et c'était M. Lévesque lui-même qui, à ce moment-là, disait, écoutez, il y a encore des choses à faire pour le Québec. Et entre autres choses, il avait parlé de cette réforme scolaire là, pour transformer les commissions scolaires confessionnelles en commissions scolaires linguistiques à l'époque, ce qui allait nous assurer finalement l'intégration des nouveaux arrivants, entre autres. Et puis, il avait aussi abordé d'autres questions qui, moi, m'avaient beaucoup motivée à poursuivre. Et j'ai vraiment souvenir du courage qu'il avait à ce moment-là, d'avoir trouvé la motivation pour pouvoir continuer à mobiliser les gens. En octobre 80, vous vous êtes lancé dans la lutte pour l'investiture dans le comté de Maisonneuve. C'est en 79, lorsque Robert Burns, Robert qui était député d'Hochelaga-Maisonneuve, qui a été élu en 70 et qu'il aura finalement vivra une crise cardiaque assez majeure et quittera. Et il y aura une partielle. Et à ce moment-là, Michel Bourdon, qui était mon mari, moi j'étais vice-présidente, j'avais été élue à ce moment-là vice-présidente du parti, mais Michel Bourdon sera candidat et M. Lévesque lui préférera Jacques Desmarais. Et par la suite, on perdra le comté d'Hochelaga-Maisonneuve, ce qui était considéré qui était une perte majeure. Et donc, dans une partielle. Et en 81, lorsque l'élection de 81 aura lieu, c'est M. Lévesque qui m'appellera pour que je sois candidate dans Hochelaga-Maisonneuve. Oh, finalement, il a changé d'idée complètement. Il m'appellera parce qu'il fallait regagner un comté comme Hochelaga-Maisonneuve et il n'y avait aucune raison qu'on ait perdu ce comté. Et M. Lévesque m'a appelé parce qu'il m'a appelé pour me proposer d'être candidate, sachant que je pouvais gagner le comté. C'est ce qui est arrivé. Et vous parliez de cette campagne, d'avoir été victime de préjugés à l'endroit des femmes en politique. Pendant la campagne, quelle sorte de préjugés avez-vous rencontrés? Bien, c'est-à-dire que mon adversaire, Georges Lalande, qui était déjà député depuis la partielle de 79 en 81, est certain que, il faisait campagne sur le fait qu'on ne pouvait pas faire de la politique en talons hauts. Parce que, évidemment, je faisais mon porte-à-porte. À l'époque, je portais des talons hauts. Et pendant la campagne, j'ai souvenir, j'avais acheté des talons hauts le jour du déclenchement.
Et au bout de 30 jours, ils étaient déjà percés. Et le soir de l'élection, je lui ai envoyé mes talons hauts pour lui dire que on peut faire campagne en talons hauts et gagner une élection. Mais dans ce contexte-là, est-ce qu'une femme candidate a dû travailler plus fort ou est-ce que c'était pas un problème? Moi, à mon point de vue, ça m'a beaucoup aidé d'être une femme. Oui, ça m'a beaucoup aidé d'être une femme. C'est parce que les femmes sont sorties voter à l'Assemblée d'investiture. Vous voyez, par exemple, j'avais vérifié sur le plan statistique, en général, dans les assemblées d'investiture, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Et en l'occurrence, là, cette fois, bon, quand je me suis présentée, il y avait une forte présence de femmes à l'assemblée d'investiture. Et moi, j'ai toujours pensé que ça m'avait beaucoup, disons, avantagé de m'appeler Louise plutôt que Louis. Oui, parce que, euh, parce que finalement, ça ne m'a pas désavantagé auprès des hommes non plus. D'abord, mon adversaire faisait aussi campagne sur le fait que j'étais socialiste. On est en 81. Maintenant, ça se dit comme ça, puis, mais à l'époque, il pensait que ça, ça allait me nuire. Ça m'a plutôt aidé. Ça m'a plutôt aidé dans Hochelaga Maisonneuve. Bon, les gens disaient, si c'est ça, être socialiste, c'est correct. Tu sais, je veux dire, c'est parce que finalement, j'avais plutôt des idées progressistes, hein, mais c'était comme, c'était vu comme un désaveu de dire ça de la part, en tout cas, du moins de mon adversaire. Merci beaucoup, Mme Morel. À la prochaine. À la prochaine.